écouter les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Pour l'épisode 102, nous sommes en direct chacun de chez nous à cause du confinement, pardon, et je suis accompagné cette semaine de Mathieu Aligny à Montréal et d'Alexandre Ducharme à Québec. Ça va bien, les gars? Ça va, ça va pas pire. Je pense que toute notre vie, toutes nos vies ont été affectées un peu différemment par rapport à cette pandémie-là. La tienne, peut-être la plus gravement, la mienne, la plus idéalement, je te dirais. Parce que moi, tu sais, plus voir de monde, rester chez moi, puis me faire encourager fortement à pas sortir dehors, ça s'appelle le paradis. Puis le fait que le monde s'est rendu socialement inacceptable de me toucher, je te dirais, pour moi, c'est la chose la plus agréable au monde qui peut pas se produire. Certain que tu t'ennuies de mes câlins. Oui, qui sont vraiment fréquemment, tu me prenais dans Toute une tes bras, époque. puis tu me caressais dans le cou doucement. Mais en tout cas, je suis bien content de vous voir, les gars. Je pense qu'on va avoir une émission un peu intéressante. Ça se peut qu'il y ait certains problèmes technologiques, mais hein, ce n'est pas exactement la même chose que d'habitude. Je ne sais pas si tu veux commencer. Pour ceux qui nous écoutent, l'émission va être un peu plus courte pour la simple raison qu'on utilise Zoom et Zoom nous donne 40 minutes gratuites et donc votre émission ne pourra pas durer plus que 40 minutes gratuites. Imaginez-vous 18 minutes de publicité réparties en trois volets séparés. Ça va faire comme une émission de TV normale. David, veux-tu commencer à nous parler de ce qui t'a intéressé depuis les 3 dernières semaines? Ben en fait, je vais pas parler vraiment de ce qui m'a intéressé là, parce que je vais plutôt parler des trucs geeks que j'ai fait Ouais, ouais. parce que comment je pourrais dire ça? Ben, il a fallu que je m'enlève certaines idées de la tête là, comme tu l'as dit là, moi je l'ai eu un peu difficile. Là. J'ai perdu ma job une semaine avant tout le monde, pas mal. Puis fait que je me suis mis à gamer parce que ma blonde, elle perdra pas sa job vu qu'elle travaille pour le gouvernement. Fait que je suis comme tout seul mais comme vraiment tout seul, jusqu'à 8h, 8h30 le soir. Fait que j'ai commencé à jouer à Witcher 3. En fait, j'ai fini Witcher 2 juste avant de perdre ma job, mais comme je pense la veille de perdre ma job. Fait que je me suis dit, c'est un méchant bon moment pour commencer Witcher 3. Je suis rendu à quasiment 60 heures. J'ai beaucoup de plaisir. Il y a certains éléments du système que j'aimais mieux dans le 2, je pense. Puis le Mhm. système du 3 est comme plus complexe. Je comprends pourquoi ça rajoute des heures de jeu aussi, je pense. Mais j'avais un certain intérêt pour la simplicité de la deuxième fonction. Sinon, je vous en avais parlé vite dernièrement, mais j'ai recommencé à vraiment beaucoup m'entraîner avec Fitness Boxing. Donc, je suis en train d'écrire un article pour Geek Québécois. Je pense que c'est le meilleur moment. En fait, là, j'ai comme boosté mon Ça, temps c'est sur d'entraînement. la Switch? La Switch, ouais. En gros, c'est que tu mets une manette dans chaque point, puis là, ça te donne des moves de boxe. Là. C'est pas, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Le OK. motion détecteur est pas super bon. Mais tu sais, je veux dire, je m'en sers que mon but, c'est pas d'avoir une fiche parfaite dans le jeu, c'est de dépenser de l'énergie Ton puisque je suis but, pogné chez c'est de nous. faire de l'activité Ben, physique, c'est de ça. devenir un Fait que, ninja secret, là. ben, exactement, là, tu sais, même qu'il y a des crosses que je me suis rendu compte que ça me donnait perfect. Parce que, en fait, j'avais lu sur Internet qu'il y a un gars qui avait comme des fiches de 100% en restant assis sur son divan parce qu'il s'est rendu compte que le motion detector, puis il l'a fait pour le plaisir de le faire parce que c'est absurde. Mais je veux dire, vu que le but c'est de dépenser de l'énergie, ben j'essaie de le faire comme il faut pareil. Mhm. Par rapport à ça. Et je vais vous en parler un peu plus tard, là, mais j'ai découvert, en fait, j'ai redécouvert, parce que je l'avais acheté il y a quand même un bon moment, un programme qui est en train de littéralement changer ma vie pendant cette période pandémique, soit Tabletop Simulator, qui est disponible sur Steam, là, je pense, pour une vingtaine de dollars. Je vais vous en parler tantôt parce que je pense que ça peut être une option intéressante pour les semaines à venir. Ouais, ben, j'ai remarqué que à cause de toi, peut-être la moitié de ma liste Fait que t'as comme 12 Steam se personnes. met à jouer à Tabletop Simulator tout d'un coup. Fait que je suis un peu au courant quand est-ce que vous avez une game, je vous dirais. Ah, ça m'a donné, moi aussi, à un moment donné, où j'étais sur Steam, puis j'ai vu un paquet de nos amis se connecter en même temps à Tabletop. J'ai fait, ah, il y a une game d'organiser. Ben écoute, Ouais, ben, parle-en donc tout de suite tant qu'à y être. ah, ben, vous voulez pas faire votre tour Non, vas-y. rapidement? Vas-y, vas-y. Bon, euh,
En fait, là, j'essaye une nouvelle fonction pour les gens à la maison. Je vais vous sharer une game qui n'a aucun rapport avec ce que je fais d'Axis Analyze sur Tabletop Simulator pour vous donner un peu une idée. Là. En fait, Tabletop Simulator. Je veux juste spécifier aux gens que c'est la version vidéo que vous pouvez avoir l'image, mais que la version audio, évidemment, vous ne voyez rien. Ah, Mais si oui. vous allez voir Ben, la version vidéo de notre émission de ce soir, ben vous avez effectivement quelque chose qui est partagé à l'écran. de toute façon, je ne ferai pas forcément référence à l'image. Là. C'est juste pour montrer en même Ouais. temps un peu de quoi je parle. Là. Mais, On essaie les fonctions de Zoom. exactement. Tabletop Simulator, en gros, c'est un simulateur de gravité. Donc, il y a vraiment une table devant ta main que tu peux, admettons, je sais pas moi, tu peux pogner un dé. Ça m'arrive fréquemment d'ailleurs de brasser les dés et de brasser trop fort, fait que les dés revolent la table. Le problème, évidemment, c'est quand ça tombe de la table, ben, ça disparaît à jamais. Fait que heureusement, il y a un bouton rewind pendant les games parce qu'il y a aussi un bouton pour ceux qui voient la vidéo, en fait, je vais en faire référence là. En haut, il y a le bouton Flip the Table parce que tu peux flipper la table de rage. Ce qui arrive généralement à la fin d'une game. Au moins, le monde attend patiemment à la fin de la game pour être le premier à pouvoir flipper la table. Mais c'est assez divertissant. Là. C'est comme je disais tantôt, c'est peut-être une vingtaine de dollars, si je ne me trompe pas sur Steam, genre 21,99. Il y a aussi plusieurs jeux de disponibles en payant. Ça, sincèrement, j'ai pas vraiment compris. Est-ce qu'il se passe rien dans cette vidéo-là? Je m'excuse. J'ai pas vraiment compris, en fait. Ah, pour de vrai, je pensais que la vidéo avançait pas. Je pensais qu'il était sur pause, mais c'est parce que c'est une vidéo de 4h30. C'est Ouais, juste ben c'est c'est une une game game classique. d'Axis Analyze, Ouais, là. ouais. Fait que ça doit être super long, là. Ouais. Mais non, c'est ça. En fait, on peut acheter des jeux sur le jeu en tant que tel. Là. Donc, ça va être l'équivalent de DLC. Donc, je donne un exemple. Wingspan, je pense qu'il est 8,99 pour jouer au jeu. Cependant, ça, je l'ai vraiment pas compris parce que le workshop de Steam est ouvert. Il y a à peu près 20 000 jeux gratuits. En fait, 20 000 programmes parce qu'il y a beaucoup de doublons. Mais c'est tous des jeux gratuits qu'on n'a pas besoin de racheter. Fait que je comprends pas pourquoi il y a des jeux payants. Et en plus que ces jeux payants-là sont disponibles en mode sur le workshop. Donc, ça vaut quand même la peine. Là. Moi, actuellement, pour vous donner une idée, j'ai une game de Hero Quest qui a servi surtout en fait à montrer à de mes chums comment utiliser Tabletop. S'habituer avec les commandes. Puis là, hier, on a upgradé un peu. Là, on a joué à Dead of Winter. C'est super bien passé. Il y avait juste une personne qui avait jamais joué à Tabletop Simulator. Puis, je pense que vu que toute la gang avait déjà joué un peu à certains jeux, ça n'a pas été problématique pour cette personne-là de comprendre. On pouvait tout l'aider. Ce qui est intéressant aussi, c'est on peut créer des jeux. En fait, je voulais faire j'avais certains projets de jeux que j'étais en train de penser que je pourrais faire dans mes temps libres, soit un jeu, entre autres, sur la pandémie actuelle, où le but du jeu, c'est le joueur qui finit avec le papier de toilette en premier. Et je voulais faire aussi un jeu qui s'appelait Assaut à l'eau, où que tous les joueurs ont une organisation étudiante nationale et essaient de passer à travers la grève de 2012. Je me trouvais très drôle, mais comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai beaucoup de temps libre ces temps-ci. Fait que c'est ça, c'est Donc, si assez je facile. comprends bien, Tabletop Simulator, c'est comme une plateforme où est-ce que, il n'y a pas beaucoup de composantes déjà préfaites, mais où est-ce que si on est assez patient, on est capable de se programmer un jeu qu'on possède déjà, ou on achète des DLC de jeux déjà existants, puis ça nous donne une plateforme pour pouvoir jouer à distance à des jeux de société. En fait, la plateforme, on peut déjà accéder à plusieurs choses gratuites sur la plateforme. Là. Il y a quelques jeux de base, là. Par exemple, je pense qu'il y a un jeu de poker de disponible sans rien télécharger d'autre. Il y a un jeu d'échecs. Tu peux faire spawner directement dans le jeu des figurines, même des figurines de jeux de rôle, genre par exemple des figurines d'orques qui sont un peu animées ou des animaux. Tu peux Ouais, parce faire que je me dis que la première fonction de ça, c'est probablement jouer à genre Dungeon and Dragon. Ben, ça pourrait fonctionner. Là. J'avais d'ailleurs vu, je me sais plus c'est quoi, là, mais il y avait un truc de streaming québécois qui faisait une game à tous les lundis soirs, justement, de donjon là-dessus. Parce que tu peux dessiner, donc il y avait pas, tu peux uploader une map, dessiner dessus, Ouais. placer des figurines. Donc,
il utilisait ça pour ça. Tu peux faire spawner des dés d'à peu près tous les types de dés possibles, des dés 20, des dés 10, des dés 6. C'est déjà inclus dans le jeu. En tant que tel, comme je disais, les DLC sont très, très facultatifs. Là. Moi, je vois pas l'intérêt. J'imagine que c'est en fait une version du jeu qui est toute scriptée, puis tu dois avoir juste à peser sur un bouton, puis tes pièces bougent quasiment tout seul. Rendu là, je vois pas l'intérêt. Là. Si t'es un peu patient, ben, de déplacer tes pions, tout, je pense que ça revient exactement au même que de jouer en personne, sauf derrière un écran d'ordinateur. Mais en même temps, ça devient intéressant, mettons, là, on est tous isolés pour un autre mois. Là. Ça devient intéressant pour. Ouais, c'est ça. Ça devient intéressant pour jouer avec sa famille ou jouer avec, mettons, avec des amis juste à des jeux de société. Comme tu dis, là, il y en a plusieurs qui sont accessibles là, par soit déjà préprogrammés. Oui, puis tu sais, pour donner un autre exemple que moi je voyais, c'est vraiment con là, comme exemple, mais nos games, nous autres, généralement, on les commence à 8 heures le soir. Mais en règle générale, si moi je me présentais chez quelqu'un, je pourrais pas me présenter à 8 heures le soir parce que clairement que le monde dirait ah, il est trop tard. Mais là, le fait qu'on peut finir une game, mettons, à 10 heures, ben ça fait que tout le monde peut aller se coucher ou peu importe après, puis tu sais, on est tous déjà rendus chez nous. De plus, moi, je l'avais fait dans le passé. J'avais commencé une game de Betrayal avec Tom et Max. On peut sauvegarder nos parties et les reprendre plus tard. Fait que, mettons, une game de risque ne prendrait pas 12 heures. En fait, tu pourrais te prendre 12 heures, mais tu pourrais la jouer sur plusieurs jours et t'en foutre carrément si c'est long, non. Ou s'il y a un enjeu. Dans mon entourage, il y a beaucoup de bébés. Fait que, c'est pas un problème si on fait pause parce qu'il y a un bébé qui se réveille ou quoi que ce soit. Puis, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment intéressant. Comme je vous en parlais en fait avant l'émission, j'essaierai éventuellement de faire un genre de vidéo explicatif du fonctionnement. C'est assez simple, il faut juste que quelqu'un te l'explique parce que je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est un 20$ super bien investi. Et comme je vous le dis, moi je travaille pas, je fais pas de télétravail, fait que je suis tout le temps disponible dans la journée pour jouer à des board games si jamais ça vous intéresse. Ben, merci, Dave. Ben, ça fait plaisir. Mathieu? Ben oui, moi, tu vois, on se disait qu'on était dans des situations assez différentes dans le confinement, mais moi, je suis à la maison confiné depuis le début aussi, mais je travaille de la maison. On est 100% opérationnel dans notre équipe avec des gens qui se sont... on est dans un bureau d'à peu près 50 personnes, puis là-dessus, il y en a à peu près 40 qui travaillent tous de la maison, puis je dirais qu'on est quasiment à 90-95% opérationnel. Il y a quelques personnes que leur job ne faisait pas de sens à distance, fait qu'eux sont pas en télétravail, mais sinon, c'est ça, je travaille toute la journée, moi, fait que j'ai un petit peu moins de temps, mais ceci étant dit, j'ai quand même gamé une bonne partie parce que, comme tu disais au début, n'importe quel gamer d'aujourd'hui, c'est comme le paradis en ce moment d'être confiné et d'être obligé de rien faire chez soi. Bien, tu te tournes vers ton loisir préféré. Là, on va en parler tantôt, je ne vais pas en parler tout de suite, mais Stellaris Fédération, la dernière expansion du jeu m'a quand même beaucoup occupé. Cette expansion Fédération est même sortie un peu après le confinement. Fait que les premiers jours, j'avais hâte que le jeu sorte, pas mal, mettons. 22 mars. Ouais, c'est ça. Tu allais dire quelque chose? Oui, mais en fait, je sais que vous allez en parler tantôt, mais juste vite de même, ça va laisser la peine? Ah, vraiment? OK, cool. Ouais. Non, mais on en reparle tantôt, c'était juste... ou on peut en parler là aussi. Là. J'étais impatient. Non, mais sinon, je voulais parler de deux autres choses relativement rapidement, puis après ça, on pourra peut-être passer tout de suite à Stellaris. J'ai gamé un autre jeu principalement, puis il y en a comme un troisième que j'ai commencé, puis que j'ai le goût de jouer, mais que je n'ai pas vraiment embarqué encore tant que ça. Je veux jouer à Star Wars The Old Republic, mais je n'ai pas encore embarqué tant que ça dedans. Mais j'ai un personnage qui a comme presque fini sa quête principale puis son histoire, puis j'ai le goût de la closer, fait que ça va s'en venir au courant de la semaine. C'est sûr, je vais passer une soirée que je vais faire ça. Non, j'ai surtout joué à Fallout 4, en fait, entre mon jeu de Stellaris où à un moment donné, ma game buguait parce qu'elle était rendue trop grosse. Genre, ma map était rendue trop gigantesque, il y avait trop d'éléments à gérer, mon ordi n'était plus capable de le gérer. Fait que là, je me tannais, j'arrêtais, puis je partais une game de Fallout 4. Puis c'est comme le fun de jouer dans un monde post-apocalyptique quand on est dans un monde post-apocalyptique, je trouve. La seule différence étant que là, j'ai un gun puis je tue plein de monde. Mais non, c'est un peu comme ça aux États-Unis. Ouais, mais non, c'est ça. Je redécouvre un peu Fallout 4. Puis la dernière fois que j'ai joué au jeu, j'avais beaucoup de mods d'installer. J'ai décidé de toutes les enlever puis de jouer au jeu comme la première fois que j'ai joué pratiquement, avec l'exception fait que je suis en mode survival parce que je suis pas capable de jouer si je suis pas en mode survival. Fait que ça me donne
un élément de difficulté plus élevé que d'habitude, mais c'est quand même intéressant. Sinon, ben, j'ai terminé la saison 1. Ben, je ne sais pas s'il va y avoir une deuxième saison. Je ne pense pas que ça a été annoncé, mais la saison 1 de la série Star Trek Picard, je l'ai terminée la fin de semaine dernière. J'ai quand même bien aimé ça. On avait déjà parlé, je pense, à l'écoute du premier épisode au début de la saison, en janvier dernier. Puis on avait beaucoup aimé. Je me souviens bien, tu avais beaucoup aimé ça toi aussi, Alex, le premier épisode. Je l'ai pas vu. Ah, tu ne l'avais pas vu? OK. Bon, non. Moi, j'avais beaucoup aimé le premier épisode. J'ai écouté tout le reste de la série presque d'un coup. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Là. C'est vraiment une bonne série. Même si tu n'es pas un fan de Star Trek, si tu aimes la science-fiction, pour vrai, c'est une série intéressante. Tu n'as pas besoin de connaître de manière très, très, très profonde tout l'univers de Star Trek, toutes les cultures qui sont présentées pour apprécier ce qu'on te donne comme produit à ce moment-ci. Oui, Dave. En fait, juste à dire, j'ai regardé pendant que tu continuais, la saison 2, en fait, avait été confirmée avant même que la saison 1 soit diffusée. Ce qui c'est logique parce que ça reste Star Trek, là. Ouais, puis Jean-Luc Picard est un des capitaines les plus appréciés aussi de l'univers de Star Trek. Là, fait que l'avoir dans la série garantissait pas mal que les fans allaient être au rendez-vous. Je vais dire une couple d'affaires sans trop m'étendre sur la série. Je vais dire une couple d'affaires qu'on a en tête si on a le goût de l'écouter. Comme je le disais au début, pas besoin d'être fan de Star Trek. Pour vrai, même toi, Dave, qui n'aime pas vraiment l'univers de Star Trek, si tu aimes la sci-fi, tu voudrais embarquer dedans. C'est quand même une histoire intéressante à suivre. Le deuxième élément, non, pour de vrai, là, c'est de la bonne sci-fi. Ça n'a pas l'air d'être de la sci-fi de chaise non plus. Là. Il a l'air d'avoir de quoi qui se passe. C'est pas juste des dudes assis sur des chaises de vaisseaux spatiaux. Non, c'est ça. Non, c'est ça. On n'est pas dans la sci-fi classique de Star Trek. C'est le deuxième élément que je voulais dire. C'est qu'on n'est pas dans un Star Trek des années 90 ou avant. On est dans un Star Trek des années 2010. On est dans une série qui... Je me posais la question en écoutant la série si on serait capable de refaire un Star Trek comme les vieilles séries. Je ne suis pas sûr qu'on serait capable de le faire. La télévision d'aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était à l'époque. Puis ce qu'on a là maintenant, c'est une série qui met beaucoup, beaucoup d'action de l'avant, beaucoup, beaucoup d'intrigues. On a l'impression d'être dans un thriller à certains moments dans la série. Fait que c'est pour ça que je dis que si vous n'êtes pas fan de Star Trek classique, mais vous avez le goût d'essayer d'embarquer dans cette série de sci-fi-là, ça vaut quand même la peine, je trouve. C'est intéressant, les personnages sont le fun à suivre. Pour les gens qui sont fans de Star Trek et qui ont le goût d'embarquer dedans, il y a plein, plein, plein de clins d'œil à des vieilles affaires, à des références à certains vieux épisodes de la série The Next Generation qui sont quand même cool, qui ne sont pas nécessaires, mais qui sont le fun comme cadeau pour les fans, tu sais. Fait que ça, je trouve ça cool. Il y a peut-être un élément pour moi de l'intrigue principale. Je ne vais pas m'étendre parce que je ne veux pas spoiler rien pour personne. Mais il y a un élément de l'intrigue principale que quand j'ai vu l'intrigue se développer comme ça, il y a comme moi, en tant que fan qui connaît toute l'histoire de Star Trek, ça me gossait un petit peu. Tu sais, je voyais des incohérences avec des vieilles affaires, mais ça brise pas la magie, ça brise pas ce qu'on me donne comme série télé. Non, mais le Trekkie hardcore peut peut-être trouver quelque chose à redire. Oui, peut-être. Mais le Trekkie hardcore va trouver quelque chose à redire sur la manière que la série se développe de toute façon parce que c'est pas un Star Trek classique, parce qu'on ne peut plus faire des Star Trek classiques. Ouais. Trekkie hardcore, il est en quarantaine sociale à l'année longue. C'est ce que j'avais à dire pas mal sur Star Trek Picard. Tu veux-tu qu'on embarque sur Stellaris? Oui, allons-y. Je vais te passer la parole si tu veux embarquer. Je pense que tu as même joué plus que moi au jeu. Ouais, ben j'ai mis je pense un bon 15 heures à peu près comme du monde dans 2 parties séparées, dans la nouvelle c'est une combinaison, tu as un DLC et tu as une mise à jour aussi pour quand tu as acheté l'expansion du jeu Stellaris, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qui est Fédération et qu'est-ce qui est ce qu'on appelle la mise à jour Verne, à moins que je me trompe. Ouais. Donc, franchement, je vais vous parler les deux de façon mélangée. Mais en gros, c'est qu'on a rajouté une couche dans le jeu, dans le jeu Stellaris, qui est probablement le jeu auquel on parle le plus, qui, bien franchement, provoque des désirs de tranchage de veine de la part de Marc-André Ross, un de nos auditeurs réguliers, à chaque fois qu'on mentionne le nom. On devrait être payé à chaque fois qu'on parle de ce jeu-là pour de vrai, mais bon, c'est pas le cas. Le jeu Fédération, bon, c'est un peu clair, rajoute une couche supplémentaire au niveau de diplomatie qui existait déjà dans le jeu, qui était quand même assez sommaire, donc on pouvait avoir des traités, quelque chose qu'on va voir dans une civilisation 1. Là. On fait des traités, on échange des ressources. C'est pas mal l'aspect du jeu qui avait le plus besoin d'une mise à jour. Là. C'est l'aspect avec tous les autres éléments de jeu qui avaient été updatés, soit dans les mises à jour ou dans des expansions précédentes. Cet aspect-là, la diplomatie, était très, très, très basique. Là. Je dirais qu'il y a deux, je vais y arriver, là, mais
y a 2 autres trucs aussi que ce jeu-là a besoin d'un upgrade quand même assez significatif. Mais c'en était un là, qui avait besoin d'une bonne couche. Puis, personnellement, on a rajouté une sorte d'upgrade qui devient intéressante. C'est-à-dire qu'en plein milieu de notre partie, on va vouloir, d'une manière ou d'une autre, essayer de s'allier avec des gens. Puis, il n'y a pas véritablement d'obstacle pour créer ce type d'alliance-là, au point où est-ce que c'en est un peu ridicule. C'est-à-dire que tu as 2 nations qui sont xénophobes, une à côté de l'autre, puis ils vont faire une grande union de xénophobes ensemble. Parce que, vu que tu es xénophobe, je suis xénophobe, soyons xénophobes ensemble, c'est comme un bonus de relation d'être tous les deux xénophobes. Un peu, tu sais, en tout cas. Ou des options qui n'avaient pas d'aptitude sociale, on leur en a donné maintenant. Fait que quand, mettons, on était une intelligence artificielle, on réalisait que c'était très difficile de se faire des alliances ou juste d'avoir des relations positives avec ses voisins, alors que maintenant, c'est un peu plus aisé. Puis on va être invité au club des alliances euh, autant que les autres, même si, bon, il y a des malus, là, mais c'est gérable, notamment avec un nouveau système d'ambassadeurs qui existe dans le jeu. Donc, on va posséder des ambassadeurs qu'on va pouvoir investir dans d'autres nations qui nous entourent pour pouvoir booster, si on veut, nos relations et avoir quelque chose de positif. Non seulement on va faire une alliance ou une fédération avec d'autres joueurs, mais il va y avoir différents types d'alliances. Donc, la plaine, la napolitaine, si vous voulez, la pâte, le fromage, pas la sauce tomate, ou une alliance de commerce, une alliance de recherche, ou même une alliance hégémonique qui est beaucoup plus structurée avec une grande nation puissante qui se fait un peu des sbires là, plus faibles alentour. Fait que j'ai joué 2 parties. Puis après ça, je vais te laisser la parole, Mathieu. J'ai joué 2 parties. J'ai joué une partie là, un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire c'était un groupe xénophile, donc qui aimait les autres extraterrestres, matérialiste, donc qui voulait faire du commerce. J'utilisais pour cette race-là, si vous voulez, là, d'humanoïdes, une autre expansion, là, qui est l'expansion méga corporation. Fait qu'en gros, je suis une grosse compagnie qui voulait se faire plein d'amis pour faire une grosse, un gros trade commercial avec tout le monde. Et de l'autre bord, j'ai fait une intelligence artificielle hégémonique qui voulait assimiler tout le monde. Donc, c'était de voir aussi, c'est-tu jouable, vouloir se la jouer solo, quand on a beaucoup un peu mis du poids dans le système, non seulement de fédération, mais aussi de communauté intergalactique, parce qu'il y a ça aussi dans le jeu, une sorte d'ONU où est-ce qu'on se passe des lois, où est-ce que le Sénat va voter à tous les 10 ans une nouvelle loi. Puis ça fait partie de notre dynamique. Je te laisse. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Mathieu? Qu'est-ce que si ça l'a augmenté ou amélioré ta manière de jouer à ce jeu-là? Moi, je te dirais que le seul élément que tu n'as pas touché, que je voulais parler, c'est la partie des origines. Moi, c'est ce qui Oui. m'intéressait le plus dans cette. Puis ça ne vient pas de fédération, ça vient de la mise à jour Verne. Mais en gros, on a rajouté dans le jeu un élément qui permet de faire un background à ta race, dans le fond. Fait que tu crées ta communauté galactique. Puis cette communauté galactique va commencer avec quelque chose qui va être une espèce de bonus en début de partie. Donc, on a des débuts de game que les gens voulaient depuis le début, qui existaient d'ailleurs déjà dans certains modes. Là. Ouais. Moi, j'avais déjà joué à plusieurs trucs comme ça dans des modes. Mais en gros, tu peux commencer maintenant sur un Ring World, tu peux commencer sur une planète Gaia World, qui est une planète comme idéale. Tu as plein de trucs qui existaient déjà, qui ont été transformés en Origin, puis qui ont été tweakés comme ça. C'est super, super intéressant. Moi, j'en ai essayé plein, puis il y en a qui sont vraiment overpowered. Il y en a d'autres qui sont des challenges intéressants à faire. Il y en a un peu pour tout le monde. Quand ta planète explose, là. Doomsday, c'est un Origin. Je ne l'ai pas essayé directement. J'ai vu bien des vidéos de gens qui l'ont essayé. J'ai vu des races qui étaient voisines de la mienne, qui avaient Doomsday comme Origin, puis qui se sont fait décalisser. Genre après une cinquantaine de temps, une cinquantaine d'heures dans le jeu, ben, tu voyais leur capitale exploser, puis ils disparaissaient de la map. C'était quand même drôle à voir. Mais ça, c'est un bon défi. Il y en a un aussi qui s'appelle Void Dweller, qui fait que tu commences sur des habitats, donc qui sont des espèces de stations spatiales que tu construis dans l'espace. Fait que tu ne commences pas sur une planète, tu commences sur 3 habitats dans ton système principal. Ça, c'est un bon défi à jouer aussi. Là. Ça donne aussi un défi impossible si on essaie de jouer avec une race lithoïde. Donc,
une expansion là, qui est les personnes rush. Ouais. Et la base de leur nourriture, c'est de la rush. Et devinez qu'est-ce qu'il n'y a pas dans une station spatiale? De la rush. Non, t'en as dans une station spatiale. Il faut juste que tu construises ta station spatiale sur une planète où il y a des roches. Ouais, mais pas celle que tu commences pas. Celle avec Non, laquelle tu commences, tu ne génères pas assez de bouffe pour que tu restes vivant. non, c'est Ça, c'est possible. le problème. Je l'ai OK. fait, l'Itoïde sur Void Dweller. C'est très possible à jouer. C'est même un peu overpower si tu sais comment le jouer, mais Ah, c'est très, très difficile. C'est comme tu rajoutes un défi par un autre défi. Tu as raison ouais. de dire que c'est tough, mais c'est pas impossible. Il n'y a comme plus rien d'impossible. C'est juste qu'à chaque fois, ça va être un défi intense. Ouais. Il y en a deux qui sont vraiment overpower dans les Origins. Tu en as un qui s'appelle Sion. Tu commences en Ouais. étant le vassal d'un Fallen Empire qui, on le sait, c'est Fallen Empire, même en fin de game, sont difficiles à détruire. Fait que tu as des limitations du fait d'être un vassal d'un Fallen Empire. Il y a un paquet d'affaires que tu ne peux pas faire comme tu pourrais faire en étant juste une nation qui est indépendante. Mais tu reçois aussi des cadeaux périodiquement par ton Fallen Empire qui te rendent vraiment puissant. Là. 10 ans après le début du jeu, tu reçois une flotte de vaisseaux du Fallen Empire puis tu peux décoller le reste de la map au complet. Sinon, tu peux aussi avoir une Origin qui est sur celle sur le Ring World, c'est vraiment overpower aussi. Là. Tu commences avec des grosses limitations aussi. Tu disais tantôt, il n'y a pas de rush en fait, c'est le Ring World, il n'y a vraiment pas de rush que tu peux avoir là-dessus. Ouais. Mais tu surproduis de la science puis de la nourriture. Fait que tu peux vendre des produits que tu surproduis, comme la nourriture, pour t'acheter des affaires que tu as besoin. Fait que c'est beaucoup plus, je dirais, débalancé, contrairement à Void Dweller, où tu ne vas pas surproduire. Tu vas juste te produire ce qu'il faut des autres affaires, mais tu vas juste avoir des trucs que tu vas avoir en moins. Ouais. Fait que ces Origins-là, moi, je les ai essayés, j'en ai essayé. J'ai fait aucune partie où je me suis rendu très loin. J'ai comme 2 parties où je me suis rendu à la mid-game, mais j'ai juste starté des nouvelles games avec toutes les Origins pour voir de quoi ça avait l'air. Puis je voulais tester les mécaniques. J'aime beaucoup le défi qui représente Void Dweller. Je trouve que c'est vraiment intéressant. J'ai essayé, il y a un Origin pour les sociétés de robots où tu commences sur une machine world, donc qui est optimisée déjà pour être un truc de robot. C'est très intéressant aussi. Ils ont quand même nerfé depuis qu'ils ont introduit les sociétés de robots, là, c'est un peu overpower dans le jeu quand tu sais bien les jouer. Ils ont un petit peu nerfé, mais c'est encore overpower dans le jeu. Non, ben, la partie que j'ai jouée, c'est que j'étais un assimilateur agressif. Là, c'est encore. Tu passes à travers la map comme dans du bar. Là. Puis moi, j'étais même pas. J'étais très pacifiste comme empire de robots. Là. Je détruisais pas toutes les autres cultures. J'essayais d'être dans la game un peu intergalactique. Puis ça, c'est l'autre partie que je voulais jaser un petit peu. J'ai quand même trouvé ça le fun, la partie intergalactique, la partie de pouvoir se créer des fédérations, mais d'en avoir un paquet dans le jeu, des fédérations. J'ai déjà eu des games où il y avait des fédérations qui se créaient parce que j'étais sur une grosse map, il y avait beaucoup de possibilités de créer des fédérations. Mais là, tu en as vraiment beaucoup qui se créent dans le jeu. Là. Surtout quand tu es sur une grosse map. J'ai déjà eu ma game, il y avait 5 fédérations, plus une communauté galactique avec plein d'échanges de gens. C'est intéressant ce que ça a créé comme interaction, je te dirais. Là. J'ai pas joué à un niveau de difficulté assez élevé pour qu'il y ait des grosses guerres. J'ai pas joué assez longtemps non plus pour qu'il y ait des grosses guerres entre tout ce monde-là. Mais j'étais capable, parce que j'ai joué souvent à ce jeu-là, de voir comment ça allait se développer puis qu'est-ce que ça allait amener. Puis je trouvais ça quand même le fun. Non, c'est pour de vrai, moi, la dernière chose que j'aurais à dire, c'est que si vous n'avez pas encore joué à ce jeu-là, puis vous avez envie d'essayer quelque chose dans le style d'un jeu de stratégie, et en plus d'un jeu de stratégie dans l'espace, c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est prendre Fédération, c'est prendre toutes les autres expansions aussi, parce qu'il y a plein d'Origins qui sont lockés avec des expansions. Là. Si vous n'avez pas l'expansion d'avant, Megacorp, il y a certaines Origins peut-être que vous n'aurez pas à avoir accès. Mais c'est un bon moment pour tomber dans le jeu. Le jeu est très bien balancé, je trouve, en ce moment. Il n'y a pas grand-chose qui est problématique. Mis à part le fait qu'il y a encore des lenteurs dans le jeu, là, je le disais tantôt, moi, il a été optimisé, le jeu. Là, hier, j'ai vu une vidéo d'un gamer sur YouTube qui a mis une vidéo de 2 time-lapse du jeu à la version 2.5 puis la version 2.6, qui est celle qu'on joue en ce moment. Puis tu vois qu'ils ont déjà énormément optimisé le jeu, mais c'est pas assez pour faire une différence fondamentale puis te permettre que le jeu ne crash pas quand tu vas être dans des endgames, dans une map qui est gigantesque. Je n'étais même pas dans une map gigantesque, puis je me rendais à la mid-game, puis j'avais des lenteurs sur mon ordinateur. Mais non, mais c'est ça. Puis ça restera quand même le plus grand X là, de Stellaris. C'est quand on joue avec la plus grosse map possible, avec la plus grande quantité d'AI possible, on se retrouve avec un jeu où est-ce que les tours deviennent très lents, et on sent notre ordinateur qui est en train de cruncher des chiffres. Ouais. Là, et
c'est pas Tu vois. super fluide l'action qui est en train de se passer sur Non, l'écran. t'as Puis, le goût de voir deux flottes de vaisseaux qui se foncent dedans à pleine vitesse, puis ce que tu vois, c'est des vaisseaux qui rushent, là, tu sais. ouais, c'est ça. Fait que ça restera quand même, comme je dis, là, un des gros maybe là, sur Stellaris. Euh, Peut-être même le plus gros, puis le, le seul que je mettrais. Tu sais, vous voulez une game qui va se passer très bien, qui ne va pas trop tester votre ordinateur, vous allez quand même avoir du fun sur une map de grosseur médium. Vous n'êtes peut-être pas nécessairement obligé de prendre la plus grosse, mais si vous êtes comme moi, vous avez un besoin absolu d'avoir la plus grande map possible avec le plus grand nombre de caractères, de personnages AI possible, juste pour voir qu'est-ce que ça donne comme merdier. Puis vous allez payer pour vers la fin, puis ça peut faire que ça vous décourage à la fin. Là. Si vous avez l'impression. Parce que le niveau d'accomplissement final de ce jeu-là, il n'est pas aussi définitif, je vous dirais, qu'un Civilisation. T'sais. Civilisation, t'as envoyé ton vaisseau dans l'espace, fin point barre. Tu as comme un grand sentiment d'accomplissement. Stellaris, il y a la dernière crise, tu passes par-dessus la dernière crise, tu as quand même des. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, ah, ben, je possède la moitié de la map, là, pour moi, j'ai gagné. Là, C'est comme ça que les paradoxes fonctionnent pas mal pour leur jeu. Il n'y a comme pas vraiment d'objectif final. C'est toi qui crée tes propres objectifs. Si effectivement, comme tu dis, toi, mettons, depuis le début de la game, tu as un adversaire que tu n'aimes pas, tu as une autre race que tu détestes, au moment où tu réussis à les détruire, pour toi, ta game est terminée parce que tu as accompli ce que tu voulais faire. Tu peux l'arrêter et c'est terminé là. Tu sais. Le problème que je dis, c'est justement, c'est qu'à un moment donné, si tu as pris la plus grosse map, que le jeu commence à Ouais, ouais. devenir lent, ben, ça te fait décrocher. Tu sais, tu lâches, Oui, là. oui. Si c'est pas une question de stratégie que tu ne sois pas capable de détruire la crise galactique de la fin de game, mais que ce soit une question de performance parce que ton jeu n'est plus capable de le runner, c'est frustrant. Puis c'est un peu un rage quit que tu vas faire en abandonnant ta partie. Tu sais, ça peut être dommage de vivre ça. Mais comme je dis, si vous avez joué avant, vous allez probablement voir que le jeu a des meilleures performances quand même par rapport à ce qu'on a vécu des derniers mois, je dirais. Il nous reste 3 minutes. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous parler vite de l'expansion de Division 2, Warlords of New York, que j'ai terminé. Puis il y a du contenu là, après ça de saison qui continue, mais minimalement pour ce qui est de Warlords of New York, j'ai terminé une bonne expansion, là, pour un jeu comme The Division, qui, je vous rappelle, est de vivre dans une ville, dans une civilisation post-apocalyptique qui a été décimée par un virus. Fait que thématiquement, c'est très à jour. C'est dans quelle ville déjà? Ben, l'expansion se passe dans New York. OK, ouais, c'est ça. Mais Surprise. originalement, c'était pas Washington, D.C.? Mais Division 2, c'est ça, la majorité de l'action, OK. c'est dans Washington, D.C. Donc, j'ai joué à ça. Je vous en parlerai peut-être plus longuement la semaine prochaine, mais minimalement, là, si vous cherchez de quoi faire et que Il est vous gratuit en avez. plus, pas l'expansion, mais le jeu Non, d'abord. ben, le jeu était vraiment pas cher il n'y a pas très longtemps. Ah, je pensais qu'il était gratuit. Ben, écoute, il était à 5$. Ouais, Rendu non, là, non, je sais, mais je pensais vraiment qu'il était gratuit. Anyway, c'est pas grave. rendu là, c'était gratuit. Là, il est peut-être revenu Parle plus vers pour 10 toi. à $15. Là. Je vais te le passer, 5$, d'ailleurs, ça va me faire plaisir. L'autre chose que j'ai envie de dire, c'est parce que j'ai envie de me faire crier après, j'ai testé Nier Automata et après environ 10 minutes de jeu, je l'ai fermé parce que c'est pas vrai que je vais jouer un jeu où est-ce que je pitch des gros ronds beige sur mes ennemis. Et finalement, puis on va profiter de ça pour ça c'est notre moment d'interaction. Si vous écoutez notre podcast, que vous avez un jeu à me suggérer à jouer pendant cette pandémie, je me cherche un jeu, désespérément, je me cherche un jeu à jouer. J'ai plus de fun, puis je suis tanné de tout. Puis c'est pas vrai que je vais me repartir une 20e game de Skyrim. Fait que si vous écoutez le podcast, vous savez un peu ce que j'aime. Suggérez-moi un jeu à jouer, s'il vous plaît. Suggérez-moi un. Je pense que ça Ben, fait le merci tout tour. Le message est lancé. Ouais. Ben, merci tout le monde. Je pense que ça fait le tour. Merci tout le Ouais, monde. c'est bien Puis, fun. on se revoit bientôt. Bye bye. Ouais, bye. Salut.